C'est à côté. Alors, l'à côté dont parle Charlotte Delbo, oui, c'est l'à côté des revenants. Mais, et je crois qu'il y a, j'étais un peu, je vais peut-être vous répondre en écrivant ces pages et en me disant que j'allais vous les lire, j'étais un peu anxieux. Je m'interrogeais moi-même en me disant mais comment je réagirais si j'entendais des pages comme celle-ci. Après tout, est-ce qu'il nous parle de la médecine? Est-ce qu'il nous parle de la médecine? Est-ce qu'il nous parle de notre pratique de médecine? Est-ce que moi-même j'ai l'impression de parler de ma pratique de médecine quand je l'exerçais? Là, j'ai vraiment pas de réponse. C'est un chantier, encore une fois, de réflexion. À côté, ça met dans une place fixe. Je vois souvent, du moins, les livres qui m'ont accompagné et les quelques personnes qui peuvent vous accompagner. Je ne les vois pas comme placés dans une position fixe d'un à côté. Je les vois plutôt dans une forme de circonvolution autour de vous, avec des moments de rapprochement, comme une spirale, mais une spirale qui irait et qui se rapprocherait et s'éloignerait. J'ai l'impression que le soignant, je le vois comme ça, dans cet à côté effectivement, mais avec des moments de plus grande proximité des mouvements d'éloignement que de toute façon quand on est patient et soigné, on a aussi besoin de cette élasticité. C'est moins la question de l'à côté et du dedans peut-être que la question de l'élasticité et de la proximité ou de la distance, de ce jeu possible. Voilà, peut-être comment je vous répondrai à cette question. C'est une complexe question. Alors, quand je fais allusion à cette question de la lucidité comme valeur extrême, c'est utilisé à l'imparfait. Hein. Parce que je crois que justement dans l'expérience de la maladie, c'est l'état de cette lucidité extrême, c'est-à-dire du tout voir qui fait que vous ne voyez plus. Il y a, je crois, un article de Michel de Certeau aussi sur cette question du tout voir qui fait qu'on ne voit plus. Faire l'expérience de ce tout voir et donc de ne plus rien voir dans une forme d'aveuglement, ça c'est vraiment une expérience initiale qui m'a beaucoup marqué parce que j'ai l'impression qu'elle me donnait sur moi, mais pas moi comme personne, moi comme être humain, une connaissance que j'avais jamais pu avoir justement par le biais de ma vie et puis de la pratique et puis de mes études. Dans son lien avec la souffrance, on peut être tenté de vous dire que de toute façon, une fois je disais ça à quelqu'un de ma famille dont le fils est extrêmement intelligent et un garçon extrêmement surdoué, et je disais, c'est ma cousine, je lui disais, tu sais, il faut être très gentil avec lui parce que plus on comprend et plus on souffre, hein, il va beaucoup souffrir dans la vie. Peut-être que je vous répondrai comme ça, peut-être que il y a un lien. Voilà, oui, il y a un lien. Oui, oui. Alors, vous définir une alchimie, ça, je sais pas comment le faire. Ça. J'évoquais Pontellis au début de mon propos, mais c'est peut-être de la même nature que le transfert, c'est-à-dire en psychanalyse en tout cas. C'est quelque chose qui est quand même ou ce que j'évoque quand j'évoque le tact, le toucher de l'invisible, c'est quelque chose qui passe, qui est un peu mystérieux quand même. Et moi je suis pas philosophe de formation. J'ai jamais réfléchi en philosophe à cette question. Je ne sais pas quelles sont les références sur cette question, mais il y a,
je reviens peut-être sur la question du jeu, c'est-à-dire que j'aime bien l'idée de quelque chose que je ne sais pas, quelque chose qui existe et que je n'arrive pas à définir, que je sens, un peu comme je disais tout à l'heure à propos de la présence du livre, qui est comme une présence, une forme qu'on essaye d'attraper, de discerner avec les mots. L'alchimie qui se passe entre une rencontre, elle est peut-être de cet ordre, surtout avec les livres. Mais ce que je vous disais tout à l'heure aussi, c'est que c'est surtout que les livres sont silencieux. En tout cas, pas. Enfin, parfois la personne a un inconvénient, c'est qu'il y a l'écran narcissique, des deux d'ailleurs, qui est un écran aussi. Mais qui peut se rencontrer dans les livres. Il y a des voix d'auteurs qui sont insupportables par leur narcissisme aussi. Donc c'est pas absolu ce que je dis à propos des rencontres et des livres. Je sais qu'avec cette question du livre qui vient vous parler, il y a quelque chose qui est un peu flou pour moi encore, dans ce propos que j'essaye de discerner, et puis où j'essaye de réfléchir à la radicalité possible vers laquelle ça peut tendre, parce qu'on peut être très dogmatique avec un propos comme je viens de vous le donner, sur la question de l'écriture et de la littérature, sur même l'utilitarisme de la littérature à des fins thérapeutiques, si on pousse à l'extrême. Moi, c'est pas du tout mon intention, mais c'est en germe, donc c'est plus une source de réflexion, de recherche, là. Je suis embarrassé parce que je suis avec ce passé de soignant et thérapeute, et puis et la littérature. Et donc à chaque fois qu'on parle d'art-thérapie ou d'écriture thérapeutique, ou même d'atelier d'écriture dans un contexte thérapeutique, je suis toujours extrêmement embarrassé. Vraiment extrêmement embarrassé, parce que j'ai peur, là c'est l'écrivain qui parle, j'ai peur de manquer quelque chose avec l'idée d'une intention ou d'un but très précis. C'est ce qui me fait peur. En tout cas, je ne me reconnaîtrais pas comme art thérapeute, c'est certain. Et je suis très méfiant si on peut me dire que mes livres sont thérapeutiques. Ça aussi, ça me rend méfiant. Qu'ils accompagnent, c'est toujours le mot que j'accompagne même pour Primo Levi, parce que les livres qui ont été importants dans les moments dont on peut dire que ce sont des moments soignants, où les livres m'ont soigné, ne sont pas vraiment des livres des moments thérapeutiques, ce sont plutôt des moments d'accompagnement. D'être à côté dans un mouvement, comme on disait tout à l'heure, un peu élastique, mais c'est plutôt cet être avec que ce thérapeutique. Vous savez, en fait, mon modèle en littérature, ça reste les écrits des mystiques et la démarche des mystiques. Et toute cette... je me souviens que quand j'ai commencé d'écrire, avant d'être malade, c'est un long parcours, parce que c'est dès la sortie d'adolescence que j'ai commencé d'écrire, et en même temps de fréquenter les écrits des mystiques. Très vite, il m'est apparu que j'avais envie d'écrire sur moi. Il y avait quelque chose qui me gênait dans l'écrire sur moi, dans ce narcissisme-là, et en même temps je sentais qu'il fallait que j'affronte ce narcissisme-là pour le traverser, aller au-delà de ça. Et là, les écrits des mystiques ont été extrêmement importants dans leur démarche, vraiment dans leur itinéraire spirituel, et puis dans cette sorte de discipline, d'ascèse intérieure, de traque permanente, d'analyse du détail, de tous les moments de complaisance, de posture possible. Et l'écriture de ces livres, elle s'est faite en utilisant la méthode d'écrit des mystiques, au fond, traquant toujours certaines formes de complaisance narcissique au sein même du livre en train de s'écrire, les postures éventuelles, toute la dimension plus extérieure, plus psychologique, pas tellement littéraire. C'est dans un deuxième temps que, je dirais, l'écriture
et quelque chose qui serait de l'ordre d'une voix plus claire, intérieure, qui vient par l'écriture, elle ne vient que parce qu'il y a tout ce travail préalable. Voilà, donc j'ai payé ma dette envers les mystiques, bien entendu. Je ne sais pas si elle est salvatrice, mais en tout cas, la solitude à laquelle je fais allusion, c'est bien cette solitude qui est de voir la face cachée de la lune, hein, qui est de voir soudain, brusquement, dans l'entourage dans lequel on est, une réalité intérieure que les autres ne voient pas. C'est vraiment ce que je disais quand je parlais du côté invisible, invisible à la moitié invisible aux gens en bonne santé. C'est ça, c'est cette solitude-là elle est difficile à définir parce que on a l'impression dans ce moment-là que c'est juste la solitude de la personne, de l'être humain, tout simplement devant le fait que quand il est malade lui seul, et quand il va mourir, il est lui seul celui qui va mourir. Et faire l'expérience de cette solitude, celle-ci, c'est quand même assez rare. Du moins, on a, je pense, plein de mécanismes qui sont organisés autour de soi, et en soi, on organise plein de mécanismes pour ne pas faire cette expérience-là. On peut l'éprouver dans un deuil, dans une perte amoureuse, dans une passion amoureuse malheureuse aussi. Enfin, il y a d'autres événements que la maladie, mais c'est cette solitude-là, c'est cette impression d'être coupé. D'être coupé là, j'ai une image qui me vient. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, de quelle tradition ça vient. Il disait, quelle différence y a-t-il entre le paradis et l'enfer? Alors, le paradis et l'enfer, c'est la même chose, c'est un grand banquet. Sauf que en enfer, un grand banquet, et chacun a une très très grande cuillère qui ne lui permet pas de manger son assiette avec sa propre cuillère. Et en enfer, chacun essaye de manger pour soi en utilisant sa grande cuillère pour attraper la nourriture dans son assiette. Et au paradis, eh bien, chacun prend la nourriture dans l'assiette de l'autre et la donne à un autre. Et là, cette solitude dont je parle, c'est ça. C'est cette solitude de la grande cuillère, et qui fait qu'on est devant soi-même, devant sa propre richesse, en étant incapable de se nourrir de nouveau, en étant bloqué dans cet isolement, solitude. Alors, je suis un peu flou sur isolement et solitude, mais c'est ce phénomène-là que je décris, et que décrivait alors d'une manière très, très, très étonnante Primo Levi, et puis pour ne citer que Primo Levi, avec la question de la cuillère qui était quand même très importante dans l'écho. Avec le risque, on en parlait à table tout à l'heure, mais avec le risque qui est de reconstruire son identité après avoir été démolie, la reconstruire uniquement autour de cette communauté, et de faire sa nouvelle identité à partir de cette reconstruction de l'effondrement. Là, il y a aussi un danger, moi, que j'ai toujours très très vite senti en écrivant le premier livre et le deuxième, où je me disais, bon, je veux continuer d'écrire, et il y a des choses encore sur la maladie qui sont très présentes, mais il n'y a pas que ça dans ma vie, il y a aussi autre chose. Ça, ce qui est très très présent ce qui s'est reconstruit avec ces livres, et puis après la maladie, elle m'aide à comprendre la vie tout court. Et donc il y a aussi ce risque d'enfermement. On parle toujours souvent en tout cas, de soignants qui ont dans leur histoire personnelle un rapport à quelqu'un de malade, ou peut-être à une perte, ou un parent, ou une histoire personnelle, enfant. Mais l'idée d'un deuil à l'œuvre, dans le soin, qui se perpétue, ça je l'ai rarement entendu. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais j'ai moi rarement entendu. Et là, avec l'étymologie même de ce mot qui est mis à toutes les sauces, surtout qu'il est mis à toutes les sauces de façon assez positive quand même, on a un care, tout ça, de le renvoyer à quelque chose qui tient de la perte, de l'absence,
de l'irréparable. J'ai eu des pistes. C'est compliqué pour un soignant de parler de sa propre histoire, hein, de ce qui l'a amené à être soignant. Vous savez, ces premiers livres, moi, ce qui m'a étonné, c'est que le premier livre dans la vallée des larmes, je l'ai envoyé à tous mes médecins, aucun ne m'a répondu. Et les propos les plus véhéments que j'ai entendus et les plus violents, virulents que j'ai entendus sont venus de la part de soignants, me reprochant d'avoir écrit sur moi-même. Je crois que le soignant a un rapport à sa propre histoire qui est un peu compliqué. Donc le deuil que j'évoque, là, puisqu'il évoque ma propre histoire, et je me méfie toujours de parler de ma propre histoire, parce que je sais que je me suis pris des choses dans la figure, donc je fais attention. Je fais, moi, allusion au deuil que vous portez, ou qu'on peut porter de quelque chose, hein, voilà, mais d'une histoire personnelle, de l'histoire personnelle, de la singularité du soignant, dont on parle peu, et qui souvent l'amène à des situations de rupture, ou à des situations de crise, ou à des erreurs, une erreur médicale, par exemple, qui peut apporter mettre quelqu'un dans une situation de crise et réveiller de vieilles histoires personnelles. Alors, c'est plus à ça que je fais allusion. Une sorte de... Quand je dis deuil soignant, c'est peut-être quelque chose qui serait à la racine même de la vocation, entre guillemets. C'est pas un mot que j'aime beaucoup, hein, vocation. Parce que la vocation, c'est toujours une construction a posteriori. Mais en tout cas, il y a des choses qui vous amènent à, hein, ou que votre famille vous pousse à. Et ça, c'est en vous, souvent, jamais évoqué. Et je crois qu'en écrivant ces livres, c'était aussi ça que... Et en parlant de ce prochain livre, c'est ça aussi que j'aimerais approfondir, creuser. Je crois que je me souviens, au moment de l'annonce, me dire, bon, ben, moi qui voulais être écrivain et qui voulais écrire, j'ai rien écrit à ce moment-là. Eh ben tant pis, c'était comme ça. Il y a une sorte d'abandon. Et il y a eu un moment de renoncement. Et d'aller jusqu'à ce renoncement-là m'a fait toucher une sorte enfin, avoir une réaction qui m'a donné cet état que je décris dans la vallée des larmes, un peu de cette sorte de plénitude comme ça dans l'abandon. Bon. Une fois cette expérience faite là, et ça, ce que je décris, ça s'est fait en 10 minutes, enfin je n'ai pas de notion de temps, mais ça s'est fait en tout cas dans un temps extrêmement court, tout en même temps, après la visite du chirurgien, il s'en va, et puis il y a cette sorte de concentration, d'expérience, de l'ordre du Big Bang pour moi, dont ensuite ont découlé plein d'événements et de choses, et d'écriture et de livres peut-être. Mais il a fallu une très longue période. Je me suis souvent vu comme Lazare. Tu peux parler de ressuscité, mais c'est évidemment Lazare qui vient à l'esprit, et puis tout ce qu'on peut dire autour du syndrome de Lazare. Très très longue période d'errance, d'errement, d'incapacité à retrouver une manière de réunifier quelque chose en moi qui atteigne le degré d'intensité satisfaisant comparativement à l'expérience que je venais de faire. Et ça, c'est ce qui était compliqué. C'est-à-dire que je me suis dit, oui, bon, bah, je vais écrire. Je vais écrire. Maintenant, je vais ordonner vraiment la vie autour de l'écriture. Et puis en même temps, il fallait retourner à l'hôpital. Donc je retourne à l'hôpital. Puis ça a été très bénéfique. Il y a eu des rencontres importantes. Et puis les premiers manuscrits qui viennent. Mais toujours, il y avait cette insatisfaction parce qu'il me semblait qu'on était toujours, enfin que je me sentais toujours dans un degré qui n'était pas dans celui du degré de l'expérience, évidemment. Et ça ne s'est calmé. J'ai eu l'impression de quelque chose d'accompli, que 7, 8, 10 ans après, quand, par biais, je me suis rendu compte que ça n'était que en
en acceptant de renoncer à l'intensité dans l'écriture que j'avais peut-être touché une forme d'intensité dans l'écriture qui non pas rejoignait l'expérience initiale de mon point de vue, mais qui en tout cas était suffisamment lourde dans la balance en comparaison. Mais ça a demandé vraiment beaucoup de temps, beaucoup d'incertitude, de souffrance, d'impression de ne pas y arriver, de tâtonnement. Enfin, et puis il y a eu le premier livre, et puis ensuite je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir écrire après ce premier livre ? Là, il me semble que j'ai été au bout de tout ce que je peux écrire, de tout ce qu'on peut écrire. Et puis finalement, la vie a fait déboucher un deuxième, et puis un troisième, et puis bon. Voilà. Après, il y a quelque chose d'autre qui se construit, hein, qui fait que je suis plus dans cette période du Lazare qui est en train de revenir. Mais la période du retour de Lazare, elle a été quand même... On est dans des limbes. Hein. On est dans des limbes. On est dans une non... comme dans les limbes, c'est-à-dire qu'on n'est pas... On a été explosé et on n'est pas encore complètement réincarné. On est dans un entre-deux. Et on est dans cet entre-deux qui fait aussi entendre autre chose. Mais qui rend difficile d'avoir un outil littéraire en tout cas, pour donner forme à ça. Puisque soi-même, on n'a pas encore retrouvé une forme complète. Le compagnon, la compagne de quelqu'un qui fait une expérience comme ça, je crois, il a beaucoup de mal à trouver sa place, et puis soit on a beaucoup de mal à lui redonner une place accueillante d'autres, et donc a fortiori revenir dans la position de soignant, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment, vraiment compliqué. D'autant que, ça je l'évoque dans Soigner, le hasard a fait qu'un des premiers patients que j'ai vu en garde était un patient qui avait la même maladie que moi et qui était en stade terminal. Et là, brusquement, j'ai été absolument incapable je me suis rendu compte, et c'était écoulé 2 ans, hein, j'avais repris le travail, et là, brusquement, vraiment, je me suis dit, heureusement que l'infirmière était là, j'étais incapable non pas d'écouter, au contraire, j'écoutais trop, j'entendais trop. Et c'était insupportable. Ça m'a beaucoup, beaucoup bouleversé, cette rencontre avec ce jeune homme. Voilà, et c'est ce que cet étudiant en médecine m'avait demandé un jour où je présentais Soigner. Il y avait cette blessure-là, qui était à la fois une blessure narcissique, peut-être une blessure aussi de l'idée que je me faisais d'être soignant, peut-être une blessure aussi de cette toute-puissance qui est toujours un tout petit peu là quand même, de temps en temps, et qui réapparaît au mauvais moment, bien souvent. Mais tout ça n'était plus possible. C'était fini, ça. Donc c'était autre chose. Il fallait réinventer un rapport à ce métier de soignant qui rende compatible mon état de blessure et un soin qui ne me paraisse pas dangereux. Parfois, ce jour-là particulièrement, je me suis dit, mais voilà, il faut que je fasse vraiment très attention. Comment je peux aider vraiment en ayant vécu ce que l'autre a vécu, enfin presque vécu ce que l'autre a vécu. Et là, on rejoint la question de la distance et de cette élasticité entre le à côté et puis le tout proche, voire je suis l'être même qui est souffrant. Non. Moi, ça m'a évidemment interrogé, hein, d'être... j'ai, avec les années, finalement... choisi de ce que je disais en préambule, vouloir, après avoir été malade, plutôt, parce que c'est finalement pas la maladie, hein, c'est plutôt l'annonce de mort qui a quand même été traumatisante.
Et cette sorte de certitude ou de se croire incurable à un moment donné, même si ça dure que quelques jours, c'est cette expérience-là. C'est l'expérience de Dostoïevski devant les fusils, hein, quand il a été condamné à mort, et qu'ensuite on l'a... Bon, il y a quelque chose là qui se noue, c'est vraiment ce moment-là. Voilà, vouloir davantage soigner et en même temps accepter l'idée qu'il fallait que j'arrête d'exercer pour faire, je ne sais pas, mais en tout cas pour essayer de trouver une solution qui réponde à ce que vous dites. Je savais bien qu'avec l'expérience que je vous décris de ce jeune homme que je voyais à l'hôpital, je ne pouvais pas être dans une identification totale. Il fallait cette distance thérapeutique, il fallait ce jeu entre nous pour pouvoir être soignant, vraiment soignant. Et pas être dans une sorte d'empathie fusionnelle qui rend impuissant en même temps, tout en voulant être tout puissant qui rend impuissant. Donc éviter ce danger-là et en même temps apporter quelque chose que je n'arrivais pas à apporter parce que ça ne me semblait pas le lieu dans les consultations que j'avais, quelque chose d'autre qui était beaucoup plus impalpable, qui n'était pas de l'ordre médical, qui était de cet autre impalpable, invisible, de ce tact, et pendant longtemps, c'est cet errement dont je parle, jusqu'à ce que je trouve une solution qui soit la mienne. Hein. Je n'apporte que ma singularité. Ça, c'est voilà, dans ce que je vous dis, je n'apporte que ma singularité et pas de réponse générale. Hein. Mais il me semble que dans cette singularité, dans ce choix, dans ce parcours, il y a peut-être des pistes à creuser parce que moi, j'ai l'impression d'avoir remis en question beaucoup de choses qu'on m'a transmises quand j'ai été étudiant en médecine. Et que j'ai eu beaucoup de mal à défaire. Hein. Pendant longtemps, je me souviens d'une discussion avec mon chef de service quand j'ai dit que je démissionnais de mon poste. Je lui dis, j'ai peur d'être dangereux pour mes patients. Voilà. Il faut que j'arrête parce que j'ai peur d'être dangereux. Je ne veux pas me mettre dans une situation où j'aurais l'impression, c'était une impression. Bon, alors elle s'est moquée de moi, mais elle a respecté ma décision, elle s'est moquée de moi, et en même temps, je savais qu'en choisissant la littérature telle que j'imagine la littérature, ou telle que je la désire, c'est aussi se mettre dans une position de suspens, une forme de doute permanent, certes une sorte de cadre comme ça un peu ascétique et puis de discipline, mais à l'intérieur de ça, c'est pour ça que j'évoquais les mystiques, quelque chose d'extrêmement flou, extrêmement flirtant avec le vertige en permanence. Et je savais que cet état-là intérieur que depuis une dizaine d'années j'ai installé dans ma vie, il était assez difficile de le maintenir dans mon quotidien et dans ma pensée en permanence si j'étais resté soignant à l'hôpital et voulant n'être pas dangereux. Donc j'ai été coincé dans ce permanent dilemme. Et bon, il se trouve que mon éditeur, hein, sur Pontalis, c'était un soignant. Et il me disait, lui, c'est quelque chose alors, c'est un excellent essayiste. C'est pas un poète, Pontalis, mais il comprenait pas. Il me dit, mais pourquoi tu as arrêté d'exercer? Voilà. Pourquoi est-ce que tu as arrêté d'exercer? Et ça, c'est une question qui m'a lancé pendant des années, essayant de comprendre. Et je vous dis, il n'y a qu'aujourd'hui, depuis quelque temps, que je m'y mets, j'essaye de réfléchir à cette sorte de compromis que j'ai installé. Voilà.